Les gros bidous, coucou, et déjà merci à vous parce que j'ai fait un appel à ce que vous me posiez des questions dans l'onglet communauté ici sur YouTube et j'ai directement eu des questions qui sont vraiment passionnantes. Je vous invite à aller poser d'autres questions si vous voulez parce que c'est toujours chouette d'aborder mes vidéos sous l'angle des questions que vous avez envie de me poser. Je vais probablement faire des vidéos spécifiques en mode questions-réponses, mais là j'en ai sélectionné une tout de suite qui m'a parlé. Là je me suis réveillée ce matin, j'ai lu cette question, j'ai fait hop, on y va, on est parti, ça m'évoque plein de choses. Et c'est Isabelle qui me pose cette question qui est quelle est mon interprétation du 3DP? Et entre parenthèses, elle met émotion versus mental. Et ça, je trouve ça aussi très... je sais pas, ça m'a directement mis dans plein de choses que j'adore par rapport au 3DP. Et c'est une carte que j'aime bien démystifier, ou peut-être pas démystifier, mais dédramatiser. Parce que avec cette imagerie, genre le cœur percé d'épée, on est vite déboussolé. On la voit souvent dans tout ce qui est culture pop, dans les séries, dans les films. Et donc elle revient comme quelque chose, genre le cœur brisé, je vais me faire larguer, c'est la fin du monde, tout ça. Et du coup, j'aime bien l'approcher sous un angle qui nous permet, sans dire qu'il faut d'office évacuer ces interprétations-là, mais qui nous permet de, pas juste la démystifier, mais en fait dédramatiser, c'est aussi complexifier. C'est aussi ramener d'autres outils pour appréhender cette carte-là. Quand j'ai commencé ma série, le tarot carte par carte, où j'interprète toutes les cartes, les unes après les autres, c'était il y a déjà 3 ans, pendant le premier confinement, et j'ai commencé par les épées. Donc il y a une vidéo sur le 3DP qui commence déjà à dater, et je pense que j'aborde déjà ces questions-là, je ne l'ai pas re-regardé, mais je vous invite à aller voir ça si vous voulez aussi avoir cet angle-là. Il y a aussi, à ce moment-là, j'avais publié sur mon site des mots-clés pour chacune des cartes. Bon, j'ai arrêté en cours, mais bon, ça, on en reparlera parce qu'il y a une autre question là-dessus. Mais vous pouvez aussi aller voir mes mots-clés. Mais là, on va replonger dans cette carte-ci avec cet angle en particulier. J'ai mes petites notes que je regarde comme ça sur mon ordi juste à côté. Et en fait, comme je pense que je réponds déjà à une partie de ces questions dans un texte que j'ai publié il y a un peu plus d'1 an sur mon blog, je vais commencer par là parce que ça va m'éviter les redites parce qu'il y a déjà une bonne partie des choses qui sont en question ici que j'évoque là. Je pense à ce texte parce que je le vois souvent dans les stats de mon blog qui circule bien, qu'il est beaucoup lu. Ça m'interpelle toujours de voir que ce genre d'article fonctionne, parce que si ça fonctionne, c'est qu'on arrive, on est sur internet, on tape 3DP, on tombe que sur des trucs hyper drama, on panique, et du coup j'espère que ça fait du bien d'arriver sur mon blog et de voir qu'on décrypte, on peut décrypter cette carte-là avec les aspects qui sont difficiles à gérer, mais pas en mode... Voilà, donc on va sur mon blog lire ça, si vous préférez le lire directement sur le blog, le lien sera évidemment en dessous. Et j'ai appelé cet article « Disséquer le 3DP » parce que pour moi, ça fait vraiment très... On va disséquer le cœur, les émotions justement. Et juste à côté, c'est rupture de communication. Parce que c'est indispensable pour moi de penser ça comme ça. De penser, ok, il y a un nœud émotionnel et on n'arrive pas à mettre des mots dessus, ni à les communiquer avec d'autres personnes ou avec soi-même. Pour moi, c'est ça le nœud et c'est ça le nœud entre le mental et l'émotionnel avec le 3DP. Mais on y va, je vais lire ça. Le 3DP, c'est la carte du cœur brisé. Néanmoins, elle est aussi nettement plus compliquée. Et comme toutes les autres cartes, hein, en fait. Donc, non, c'est pas une carte négative. Et aussi, comme toutes les autres cartes, en fait. Si elle se montre souvent très dure, elle recèle aussi de facettes qui invitent au dialogue. J'y ai repensé après ma dernière vidéo, donc il y a plus d'1 an. Je vous montrais un début, un brouillon de tarot dévotionnel dédié à Hécate. Et en le créant, les cartes du numéro 3 dans les suites me sont apparues résolument tournées vers le collectif. Et ces cartes du 3 qui seraient tournées vers le collectif, comment est-ce que ça peut se traduire pour le 3 d'épée qui nous évoque souvent une déchirure qui est vraiment plutôt de l'ordre de l'intime. Alors, d'abord, je vais vous parler des 3 dans le tarot. Parce que les 3 dans le tarot, pour moi, c'est ensemble, c'est mieux. C'est des cartes de rassemblement. Quand je réfléchis au chiffre 3 dans chacune des suites, en particulier dans une optique queer, alors se dégagent des mots comme coopération, co-création, collaboration. Pour une réflexion transversale et numérale sur les 4 suites, je vous renvoie vers un article, Apprendre le tarot, comment fonctionne le tarot. Les liens, du coup, sont dans l'article initial. Il ne faut pas trop se creuser la tête pour voir schématiquement les liens entre mes mots-clés et les 3 dans les autres séries que les épées. Donc, le 3 de Pentacle est sans doute le plus évident. C'est la force trouvée dans le collectif, dans l'interaction, dans la co-construction. Le 3 de coupe, ça évoque la joie d'être ensemble, le partage, les confidences et la confiance, les amitiés proches. Dans le 3 de bâton, je situerais plutôt la magie de la co-création dans des domaines un peu moins tangibles.
C'est quand tout se met à vibrer à l'unisson en soi et qu'on se lance dans la création de quelque chose, quand on a l'impression que l'univers est derrière nous pour donner vie à nos visions. Alors, on arrive du coup à l'élément R, à la communication avec le 3DP. Donc, le 3DP, quant à lui, souffre d'une conception trop restreinte. Si on l'associe à une rupture, entre parenthèses, sentimentale, ou à la douleur vive d'un abandon, on peut passer à côté de la source de cette situation de détresse qu'il traduit pourtant. C'est une déconnexion et des difficultés à communiquer. Mais oui, l'air de la série des épées, c'est le mental, bien sûr. Dans le système du Rider-Waite-Smith, c'est aussi le chagrin. Mais l'air, c'est aussi, voire avant tout, la communication. Dans ce qui suit, on va rester dans le plan plutôt schématique, mais je compte sur vous pour ne pas oublier que quand je parle d'un signe astrologique, c'est bien du signe que je parle, qui est à tout instant quelque part dans le ciel, et donc assurément quelque part dans chacun de nos chartes astro. Mais il n'est pas question de généralité au sujet des personnes qui auraient leur soleil natal dans ce signe. Donc en astrologie, l'air de la balance, c'est le signe qui est associé aux 2, aux 3 et aux 4 d'épée dans le système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, auquel vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Vous n'êtes pas obligé de lier l'astro au tarot et vous n'êtes certainement pas obligé d'adhérer au système de ces correspondances-là, mais je le prends parce qu'il est quand même communément utilisé et accepté, mais ce n'est pas du tout une raison pour le prendre comme tel et ne pas le questionner. Mais donc, l'air de la balance en astrologie va se concentrer sur la justice, l'équilibre et la communication dans les relations interpersonnelles. L'air du Verseau, lui, va aller au-delà, au point qu'on le qualifie en astrologie moderne d'un signe transpersonnel. C'est l'ère de l'intelligence, de la logique, du raisonnement. Gouverné par Saturne, en astrologie traditionnelle, il va appréhender les limites pour les dépasser, pour réfléchir au-delà des cases, des murs et des frontières. De là, sans doute, son association à Uranus en astrologie moderne. Il serait alors novateur, idéaliste, toujours au taquet pour remettre en question l'ordre établi. Puis enfin, on a aussi l'ère du signe mutable des Gémeaux qui est le plus communicateur. Sous l'égide de Mercure, il devient messager, il rassemble, il disperse les informations, avec lui les connaissances circulent, de préférence enrobées de belles histoires. Moulin à parole, les Gémeaux mettent en lien, et elles réseautent, et elles connectent, voire et elles négocient, et elles trompent, et elles jouent. Dans le tarot, le signe du Gémeaux est associé au 8, au 9 et au 10 d'épée, et dans ce cas-là, les Gémeaux, elles tourmentent en véhiculant leur version parfois biaisée et toujours dramatique de la réalité. Mais donc, on va revenir à la balance, à la spécificité de la balance pour le 3 d'épée, une trêve de communication. Quelle clé l'approche communicationnelle nous livre-t-elle pour le 3 d'épée? Comment ces 3 épées s'allient-elles à mes mots choisis pour le 3? Coopération, co-création et collaboration. Alors d'abord, je vais traduire une de mes interprétations que j'avais initialement publiée en anglais. Le 3 d'épée, c'est le cœur qui se brise, perçant par la même occasion les veines et l'âme. C'est la tempête relationnelle qui déchire notre ego en 1000 morceaux. C'est l'atroce douleur quand on rompt avec quelqu'un qui nous est cher. C'est tout ça le 3 d'épée. Ceci dit, c'est généralement aussi beaucoup plus subtil comme truc. C'est un truc imperceptible qui échappe à nos radars dans un premier temps. Comme le manque de conversation au sein d'une relation pourtant précieuse. Comme le fossé invisible qui se forme entre deux personnes puis se remplit d'eau de pluie progressivement jusqu'à ce qu'on finisse par dériver, chacune de notre côté. Imperceptible comme un éloignement sans fracas, sans annonce, sans amorce. Au niveau de la spiritualité, le 3 d'épée peut symboliser une discontinuité. C'est le manque de constance. Ça semble tout à fait anecdotique de prime abord. Pas de quoi s'en faire, juste un petit coup de mou. Et pourtant, la dévotion ne tarde pas à devenir une pratique avec laquelle on se débat. Avec le temps, il ne reste plus qu'une ligne coupée. Personne ne répond à nos appels. Quand on souhaite contacter nos déités, nos esprits ou nos guides intérieurs, il n'y a que le silence au bout du fil. On tire le 3 d'épée quand on ne sait plus comment écouter, quand les mots nous font défaut, quand les gestes nous manquent, quand on s'isole, quand on paraît présente alors que ça n'est que du paraître. On n'est plus là pour la relation désormais, on la laisse s'affaisser. Le 3 d'épée, c'est quand on laisse la relation se déliter, quand on prend les gens pour acquis, quand on les laisse s'évanouir de nos pensées, quand on n'y pense plus. On est tellement débordé par nos propres pensées. Et puis quand on se décide finalement à prendre compte de tout ça, c'est trop tard. Plus rien ne peut couvrir cette distance. La faille est devenue un gouffre. Au départ, il y a souvent une déconnexion à l'intérieur de soi.
puis elle fait tache d'huile. Elle finit par s'étaler dans nos relations, elle sépare. Bien sûr, ce sont des choses qui arrivent. On ne doit pas systématiquement se forcer à aller contre ça. La séparation peut nous donner l'espace pour pousser, pour grandir, pour s'épanouir à soi-même ou bien aux personnes à qui on a été attaché. Alors après avoir partagé cette traduction, je pose la question, comment renouer les fils de la communication brisés dans le 3DP? Quand le silence s'installe à l'autre bout du fil, c'est bien ça ce qu'il nous faut en fait, du fil. Tisser ensemble du lien, une autre forme de communication, d'autres moyens de se contacter, de la connexion. Alors là, je propose quelques réponses du 3DP. Tout d'abord, il faut briser l'isolement. Tu ne vas pas y arriver seul, ou du moins tu te compliques la tâche en tentant de le faire seul. C'est inutile de te renfermer sur ta déception. En ouvrant ton cœur aux autres, et en acceptant d'autres regards, probablement moins durs envers toi que le tien, tu te donnes une chance. Tu décentres ton récit de ce que tu traverses. S'il t'a servi, c'est plus le cas maintenant. Là, il ne sert plus qu'à remuer le couteau dans la plaie. Accepter le dialogue avec une autre personne libère l'arme blanche. Ça peut être une personne extérieure à la situation qui te pèse. Une personne impliquée peut aussi avoir une perspective extérieure si tu es devenu obnubilé par quelques détails, tout en évinçant d'autres, pourtant nécessaires pour une compréhension d'ensemble. Oui, parce que c'est ensemble qu'elle se construit, cette compréhension. Tendre la main, ajouter d'autres voix au récit, ne pas toujours accorder la prédominance à la tienne. Deuxième plan, envoie ce texto pour dire que tu es désolé de ne pas avoir pris de nouvelles depuis un bail. Et puis, prends-les, ces nouvelles. 3. La communication ne doit pas se limiter au langage, un outil qui souvent donne l'ascendant à certaines personnalités sur d'autres. Peut-être que la langue verrouille les épées au cœur du problème. Dans ce cas, tu peux t'ouvrir à d'autres façons de communiquer afin de te connecter différemment avec ton amour, ta meilleure pote, tes adelphes, etc. 4. Si tu es trop crevé ou si tu n'as plus l'espace mental pour discuter, quels sont tes autres outils pour rester connecté à tes proches? Comment ajuster la communication à tes besoins? Comment faire en sorte qu'elle te connecte à toi-même autant qu'aux autres? Une balade dans la nature? Leur envoyer un dessin ou un petit cadeau par la poste, ou une série d'émojis toutes les semaines. 5. Quand une bonne partie des liens avec un être cher sont rompus, est-ce que tu veux absolument essayer de rafistoler ça? Ou bien est-ce qu'il est temps de ramener chacun des bouts de ficelle à nouer? Autrement dit, va-t-on ressasser indéfiniment ce qui ne fonctionne plus, ou bien on va ramener du neuf dans la relation pour réapprendre à aimer? 6. Comment réapprendre le lien? À mon avis, ça j'ai juste une puce qui s'est mise dans mon truc parce que je suis passée à la ligne, mais ça devait, à mon avis, être une phrase qui est connectée à celle d'avant. Alors après, j'ai une note qui c'est, je te dis pas d'être la personne super relou, hein, qui fait chier les gens, qui ont clairement mis leurs limites avec toi. C'est pas ça que je dis. Tous ces plans, ça ne fonctionne que dans le respect des limites des autres et des tiennes. Et maintenant, après avoir comparé avec les 3 dans les autres suites, on va aussi voir avec le 3 dans les atouts, ou l'arcane majeur. Au niveau numérologique, les 3 de chaque suite résonnent avec le 3 de l'arcane majeur. Donc, l'impératrice, c'est la carte numéro 3. Elle semble communiquer spontanément avec tout ce qui l'entoure. Sans effort apparent, et elle est connectée, et elle cultive le partage, et elle crée. À l'écoute, et elle co-crée parce que chaque geste porte du sens, de la connexion, de l'abondance. Opulent et sensuel, chacun de ces gestes est empreint de plaisir, de beauté, de constellation. Entier en elle-même, et elle irradie cette co-création qu'elle partage et inspire sans altérer son propre pouvoir. Au contraire, ancré dans son autonomie, le don de la co-création la grandit. Comme une plante en été, et elle pousse, et elle diffuse ses parfums suaves. Alors, est-ce qu'elle serait diamétralement opposée au 3DP? Pas forcément, en fait. Forte de cette co-création constante, mais elle n'est pas forcément dépendante des mots pour s'exprimer. C'est une alliée du 3DP. Sous l'égide de Vénus, et elle rappelle qu'un cœur palpite, frémit, anime, et symboliquement nous fait ressentir, nous attacher, aimer. Ce sont les remèdes de l'impératrice pour prendre en main les épées que nous peinons à nommer, ou ces épines qu'on n'arrive pas à enlever seules. Et alors, puisque 1 plus 2, ça fait 3, on peut aussi réfléchir à ce que va nous enseigner la carte de la pendule et la carte du monde par rapport aux 3DP.
Avec la première, donc le pendu, on apprend à ne pas forcer quand la douleur du 3 d'épée nous paralyse. On évite l'obsession au sujet d'une relation qui s'envenime. Le temps ou la distance physique sont nos meilleurs alliés. Grâce à elles, nous changeons de perspective au lieu de laisser nos explications, notre point de vue, tourner en boucle. On ouvre la porte à une communication moins égocentrée. Donc finalement, on fait de la place à l'autre ou aux autres. On permet le dialogue, la coopération, le dire ensemble, qui sortent de l'état transitoire du 3 d'épée. Si la solution, le remède du pendu, c'est de tourner temporairement le dos au 3 d'épée, on va franchir une toute autre étape en compagnie du monde. Là, il ne s'agit plus uniquement de soi ou de là ou des personnes avec qui on est en mal de conversation. Aborder le 3 d'épée à l'aune du monde nous mène à comprendre nos blessures et nos failles communicationnelles à un niveau beaucoup plus large. Quelles sont les similitudes avec des situations similaires vécues à d'autres moments, avec des schémas familiaux, avec des fonctionnements amicaux. Le monde nous donne l'occasion de relier les expériences. C'est un salon de discussion pour qu'elles communiquent entre elles. Même si ce n'est pas sans souffrance évidemment, la compréhension de nos blessures mène à leur intégration. Elles ne sont plus isolées. Une fois encore, on collabore, on co-crée avec l'univers. On envoie le signal qu'on est prête à digérer notre parcours avant de passer à un autre. On a grandi, on clôture un cycle. Et c'est la fin de l'article. C'était super long comme article. Et évidemment, en le relisant, je me rends compte des tournures de phrases qui ne fonctionnent pas. J'essaie de l'adapter un peu à l'oral. Et voilà, parfois je me dis, attends, c'était pas très clair ce paragraphe et tout. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et souvent, avec ma maladie chronique, pour me permettre de partager mes pensées, il faut aussi que j'essaie pas trop de réfléchir, d'améliorer le texte, parce que sinon, il va juste rester sur mon ordinateur. Là où j'aime pas trop passer du temps. Donc voilà, il y a des failles, mais du coup c'est pas mal aussi parce que c'est l'occasion de venir les corriger en discutant ici ou approfondir certaines des parties. Vous avez déjà toute une série d'exemples personnels dans l'article que je viens de lire, mais il y en a un autre qui m'a permis de renouer avec le 3 d'épée, ou en tout cas donc, le comprendre encore plus fort, je pense, il y a quelques mois, et en particulier avec le 3 d'épée dans le théâtre tarot. Alors il faut savoir que c'est un de mes 3 d'épée préférés. Vous avez vite compris pourquoi, je crois, quand vous voyez l'image, parce qu'on a vraiment cette idée d'avoir cette espèce d'épée de la discorde au milieu qui empêche la discussion, alors qu'on a des deux côtés des personnes qui ont leurs mots, mais qui sont un peu, comment on dit, qu'elles sont un peu prostrées dans leur propre douleur, qui évitent de croiser leur regard, au lieu de se dire, on a les outils, et peut-être on n'est pas les personnes les plus éloquentes, qu'on n'a pas les mots, mais on a des outils pour réussir à communiquer, à se mettre autour de la table, mais voilà, il faut passer autour de cette épée, autour du nœud du problème. On a vraiment cette impression de ne pas réussir à se regarder. Ça peut faire penser à la carte du 5 d'épée, très classique. On a une personne qui se réjouit de piquer les épées, les autres qui restent un peu à l'écart derrière, mais là c'est très différent. Moi j'ai l'impression de visualiser ce fossé là, entre les deux personnes, puis le fait qu'elles se tournent le dos, on voit qu'il n'y a pas une volonté de faire mal, ou une volonté de couper la communication, de parler de sa douleur. Ici on a juste une incapacité des personnes de le faire en état, et du coup une invitation à dépasser ça et à le faire. Tu veux la regarder, Rose ? Du coup, c'est un exemple très personnel, mais qui était très puissant aussi pour me montrer comment fonctionnait cette carte il y a quelques mois, au moment du décès de ma grand-mère, donc qui avait 91 ans et dont la santé s'était pas mal dégradée ces dernières années. Donc c'était quelque chose qui était attendu et par elle et par ses proches, parce que voilà, c'est pas qu'elle n'avait pas un plaisir à vieillir à ce moment-là, elle en avait un peu marre de la vie, elle la subissait, elle avait perdu son fils 4 mois auparavant et tout, donc voilà. Elle était clairement en fin de vie, et clairement la mort n'était pas un problème pour elle. Le truc, c'est qu'elle a fait une thrombose, et suite à cet AVC, elle était restée inconsciente, plus ou moins inconsciente, mais comme on ne s'acharne pas sur des personnes aussi âgées, on n'a pas fait des tonnes de tests pour savoir exactement quelle partie du cerveau était endommagée. On savait que c'était la partie gauche, un truc comme ça, donc celle qui gérait le langage et tout, mais donc sa famille la plus proche a décidé de passer en palliatif, parce que voilà, on ne s'acharne pas sur une personne dans cet état-là, avec le peu de force qui lui restait, son état qui s'était dégradé ces derniers mois et tout, qui est probablement une des raisons pour lesquelles à un moment ton cerveau lâche. Mais du coup, elle a quand même atterri en soins palliatifs, et elle était en soins palliatifs, elle venait d'être bougée en soins palliatifs quand je suis partie à la campagne pour
pour être présente pour ces derniers jours et pour ces funérailles. Je tirais cette carte juste avant de partir, ou bien même dans le train pour y aller. Et c'était vraiment très révélateur du truc. On a une personne en face et on sait qu'elle ne sait plus parler, mais on ne sait pas dans quelle mesure elle nous entend ou pas. Puis le palliatif, moi, j'ai jamais été confrontée aux soins palliatifs, c'est quand même assez trashouille, quoi. Bon, j'ai pas envie d'être trigger par rapport à des personnes qui ont vécu ça, qui viennent pas dans cette vidéo pour entendre des détails pratiques, qui savent très bien ce que c'est. Enfin, c'était assez confrontant. J'imaginais que le soin palliatif était plus doux, ou j'imaginais qu'on aurait plus de réponses du monde médical ou des trucs comme ça. Sauf que là, on est face à quelqu'un qui est en train de s'en aller très lentement et on sait pas si elle nous comprend ou pas. On sait pas. On sait pas ce qu'il faut dire. On sait Voilà, elle entendait nettement moins bien, donc quand on va tout près, qu'on lui dit des choses, en fait, parfois, il y a des réactions quand même. On ne sait pas si c'est juste des réactions indépendantes ouais, du cerveau, hein, du système, qui fait que justement, à ce moment-là, c'est une synchronicité, il y a une réaction de sa part, ou si vraiment il y a des choses très importantes où on voit qu'elle vient de très très loin pour réagir à cette question. Et c'est ce truc, c'était super bizarre, quoi. En particulier, moi, j'avais pas une relation extraordinaire avec ma grand-mère, on avait souvent des conflits, c'était une personne super homophobe et tout, bon, voilà, c'était pas évident, donc ces problèmes de communication, en quelque sorte, ont fait partie de l'ensemble de ma relation avec ma grand-mère depuis, du coup, 38 ans. Mais du coup, c'était comme ces derniers moments-là, c'était toute cette relation où la communication a toujours été compliquée et parfois on se faisait mal. En général, pas trop parce que c'était pas possible de prendre les choses trop à cœur avec elle, sinon c'était vraiment compliqué. Et parfois, effectivement, je laissais se fausser entre les deux parce qu'émotionnellement, ça servait à rien qu'on aille argumenter et tout. Puis quand je revenais la voir, elle me disait « Allez, sans rancune hein. !» Genre, sans rancune, t'as été super méchante, mais ouais, sans rancune, d'accord. Donc au bout d'un an, quand je retournais la voir, on faisait sans rancune, comme si elle avait jamais dit des trucs homophobes, qu'elle m'avait jamais accusé de voler des trucs chez elle ou des trucs comme ça. Assez incroyable, peut-être. Du coup, c'était un 3DP continuel parce que jamais on parlait du fond du problème, on pouvait pas s'entendre. Mais c'était assez tragique aussi dans ces moments-là de voir le 3DP en action, quoi, d'avoir cette personne. La communication, elle est possible, mais elle n'est pas possible. Et on ne sait pas ce qui est vraiment possible ou pas. On ne sait pas à quelle vitesse elle part ou elle part pas. On ne sait pas à quel moment son cerveau a vraiment décroché et elle comprend plus du tout ce qui se passe. Toutes ces choses étaient... d'avoir tiré cette carte dans le TA, qui est donc un de mes tarots ancestraux favoris, donc je vais forcément tirer quand je suis confrontée à ce genre de situation, et de voir cette carte-là qui validait, mais qui en même temps était une façon de mettre en image une épreuve quand même, quelque chose d'assez douloureux, hein. Je suis allée la voir quand même régulièrement, voire plusieurs fois par jour en soins palliatifs jusqu'à la fin, j'étais encore là 1h30 avant son décès, et tout ça, bon bah c'était... Du coup, cette carte, elle m'a vraiment super fort accompagnée, quoi. Elle m'a permis de visualiser ce qui me posait problème dans ce que je traversais à ce moment-là, ce qui était difficile à gérer. Et en même temps, ben voilà, c'était pas genre, enfin, le fait était là, en fait. La communication, elle allait être brisée dans l'état dans lequel on la connaissait. Et en même temps, c'était très rassurant pour moi de voir cette carte-là, de me dire, j'ai un visuel pour accompagner ce dont je suis en train de faire l'expérience, ce que ce 3DP-là, classique du Rider-Waite-Smith, aurait jamais pu me permettre de faire. Et quand je vous dis ça, vous voyez, on ne peut pas non plus ignorer le lien entre les émotions dans cette carte et le mental et la communication et tout, puisque c'est quelque chose d'extrêmement difficile, émotionnel, à la fin de vie d'une personne, qui faisait partie de notre vie, même si, voilà, c'est pas toujours facile les relations avec les grands-parents, en tout cas avec elle, ça l'était pas. Facile à aucun de mes grands-parents en fait. Mais bon, c'était la dernière. Donc il y avait toutes ces choses qui venaient aussi, qui étaient émotionnellement très très fortes, et pour lesquelles encore maintenant, les mots vont me manquer. Je ne sais pas dire exactement ce qui se passait, je ne sais pas dire exactement ce qu'elle comprenait, je sais qu'elle ne pouvait pas parler. C'est tout ce que je peux savoir. Et à quel moment, vraiment, son cerveau a arrêté de fonctionner d'une façon où elle comprenait ce qu'on lui disait. Est-ce que c'était perdu au moment de sa thrombose ou 5 jours plus tard quand elle est décédée? Moi, presque une semaine plus tard quand elle est décédée. Je ne sais pas, mais voilà. C'est une symbolique... c'est une expérience très forte avec le 3DP. Je ne vous dis pas, vous avez tiré le 3DP, votre grand-mère, elle va mourir demain, quoi. Mais parce que parfois, les gens, ils voient tellement le tarot d'une façon prédictive qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Non, non, mais ne voyez pas ça comme ça. Mais c'était juste un exemple de comment, parfois, quand on tire quelque chose, dans des situations aussi difficiles que celle-là,
Voilà, le 3DP est là pour nous aider, pour nous épauler, ou juste pour nous donner cette illustration visuelle. Malheureusement, souvent les illus ne sont pas très aidantes, mais quand même. Parce qu'il y a ce côté tragique du 3DP qui n'aide pas beaucoup, je trouve. Mais bon. Alors parce que la personne posait essentiellement la question du lien avec le mental et les émotions dans le 3DP, ça m'a donné directement envie de regarder les illustrations les plus classiques du 2 et du 3DP, puisqu'à chaque fois, on est dans les épées, on est donc dans l'air, dans le mental notamment, et à chaque fois, il y a une représentation de l'eau qui est présente, et donc le domaine émotionnel ou relationnel notamment, avec ici des eaux dont on est complètement déconnecté, et auquel on empêche le passage. Et là, l'eau qui se manifeste sous la forme de pluie qui peut rappeler nos larmes. Parmi les choses que j'aurais envie de dire du coup sur le 2DP, c'est ça, c'est que les émotions ou l'intuition, c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi et qu'on ne prend pas en compte dans notre processus. On a les yeux bandés, on peut être pas mal dans la tête et tout ça. Et qu'un des enjeux, c'est de quand même renouer, de leur trouver une place, parce que sinon, on est dans une espèce d'impasse où on est en train de voir juste deux options, on est fixé sur nos voix, on est en mode tête baissée dans un truc, et en prenant pas en compte les émotions et l'intuition qui est derrière, en fait, on n'arrive pas à avoir une vision complète du truc. Est-ce qu'il faut forcément forcer avec le 2DP, ou est-ce que notre mécanisme de défense par rapport à tout ça est légitime? La question va se poser au cas par cas, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, de se couper des émotions, ou bien de prendre ce temps de fermer la porte à toutes les sollicitations, d'être dans un processus d'autodéfense pour justement pouvoir renouer très progressivement avec ces émotions-là. Du coup, j'ai l'impression que le 2DP pourrait nous dire qu'il faut un tout petit peu moins de mental, un tout petit peu moins être dans ta tête et un tout petit peu plus accueillir l'inconnu, l'intuition, les émotions et tout ça pour réussir à prendre tes décisions. Ça coince au niveau des décisions et que les deux sont souvent des cartes de décision. Tandis qu'avec le 3DP, on est souvent dans un truc où avec la pluie qui peut nous faire penser à nos larmes, à tout ce qui ne coule pas à travers ce cœur brisé. On est aussi dans une imagerie très médiévale, hein, on peut voir aussi dans... Alors il y a plein de choses à dire sur l'histoire du cœur, dans ces représentations médiévales associées au Sacré-Cœur et tout ça, avec les trucs brisés. Mais alors là, on ne va pas rentrer dans cette imagerie parce que c'est compliqué. Mais donc, c'est quand même quelque chose de très courant et de très mystique aussi comme représentation qu'on voit souvent sur les espèces de machin Dolores, machin truc. Je suis trop fatiguée. 9h54, on arrive à l'heure où j'ai plus de jus. Je crois que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a souvent une dimension... Si on retire même le 3DP, mais qu'on s'inspire juste des images qui ont vu le jour à la Renaissance, pas à la Renaissance, à l'époque médiévale, de ce cœur de Jésus ou de la Vierge qui est transpercé comme ça, on a quand même cette idée d'un certain mysticisme, d'une mise en avant, comme presque d'une fétichisation de la douleur, du sacrifice, de donner sa vie et tout ça. Et là-dedans, on est dans une espèce de mystification. Donc le mythique nous emmène dans un truc où on va figer tout ça, dans quelque chose où on va glorifier sa douleur, en quelque sorte. C'est un peu ça l'histoire, Rose? Ouais. J'ai plus le livre sur les cœurs qui était bien, parce qu'au Musée Royal des Beaux-Arts, au Musée Royal d'Art et d'Histoire à Bruxelles, qui n'est pas top sur tout, mais bon voilà, il y a une petite pièce où il n'y a que des trucs sur les cœurs. C'est trop beau, et il y a un livret qui est disponible un livre qui est disponible au Museum Shop là-dessus. Mais je l'ai envoyé à quelqu'un qui s'intéresse à ces questions, donc je ne l'ai plus ici, mais je l'ai lu. C'était vraiment super intéressant. Mais donc, bref, ça c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que les émotions, elles prennent souvent le dessus dans le 3DP, alors qu'elles ne prennent pas assez le dessus dans le 2DP et qu'on est déconnecté de ces émotions. Et là, c'est genre tout est drame, tout est on a envie de ouvrir son cœur et de le donner à voir au monde ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, on a quand même intérêt à rationaliser un minimum, à essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors, c'est pas évident pour tout le monde de juste mettre des mots, mais comme à se dissocier d'une certaine manière de ses émotions, à prendre
pas se dissocier, mais se distancier pour pouvoir mieux les analyser. C'est pour ça que je dis aussi disséquer, parce que c'est aussi dire, ok, attends, le cœur, ça symboliserait les émotions, dans le mysticisme, dans leur sens le plus... Ça dégueule de partout. Non, attends. Prends de quoi aller voir ce qui se passe là-bas avec tes épées, avec ton mental, pour mieux réfléchir à tout ça. Et du coup, c'est vrai que cette image médiévale du cœur, je ne sais plus quel est le nom exact de ce sacré cœur-là, quand il est... J'ai l'impression qu'il y a Doloris quelque part dedans, mais pas certaine. Je ne veux pas m'avancer trop. Je l'ai encore vu, tu sais, Rose, qu'au prieuré du Rouge-Cloître, quand tu regardes là où ils ont fait les rénovations, en haut, tu as des endroits où tu as le cœur transpercé des épées aussi. Ouais. C'est trop beau. Je sais que c'est le Sacré-Cœur, mais oui, il y a un autre nom. Ouais, bah sous cette forme-là, parce que tu as le cœur ardent aussi. Ouais, il y a eu plein de déviations tout au cours du Moyen-Âge. C'était super intéressant, franchement, dans le livre, quand même. J'ai appris pas mal de choses, comment ils ont évolué. Mais bon, bref. J'ai appris, puis j'ai oublié. En tout cas, là, tout je ne me souviens pas. Du coup, là, j'ai envie de dire un autre truc par rapport à ça, par rapport à cette question de comment accueillir les émotions avec le 3 d'épée. Et pour ça, je suis en train de le chercher dans mon petit Spirit Tarot. En fait, je trouve que vous voyez comment elle est stérile, en fait. Ce cœur est stérile dans des cartes trop inspirées du Rider-Waite-Smith, où on voit la souffrance, les larmes à travers la pluie derrière, mais le cœur lui-même, bah, il saigne pas. Les épées, elles sont plantées dedans, la blessure, elle est nette, il n'y a rien qui saigne. Je pense qu'une des choses dont on a peur et une des raisons pour lesquelles on ne veut pas trop réfléchir et encore moins communiquer sur le 3 d'épée, c'est qu'on a peur qu'au moment où on va enlever ses épées, ça va commencer à saigner, ça va être un bordel intégral, nos émotions vont nous submerger encore plus et ça va être vraiment pas possible. Donc je crois que c'est vraiment un des freins à l'exploration du 3 d'épée, c'est vraiment ce truc... non, mais c'est ça qui garde la plaie, c'est ça qui fait office de rustine comme ça. Et si on enlève le truc, bah ouais, ça va dégueuler, quoi, hein, ça va pas être joli. Hein. Et ce qui m'est venu en tête avec le 3 d'épée, c'est que même si on redoute de saigner en enlevant les épées, en fait, enlever les épées, ça n'est pas saigner, c'est soigner. C'est ma punchline. Attendez, j'ai voulu faire une formulation, mais je devais la travailler. Retirer les épées, c'est pas commencer à saigner, c'est commencer à soigner. Voilà à quoi ça ressemble dans le Fils Spirit Tarot. On a ce cœur avec la place de la plaie des épées. Les plaies sont là et les plaies sont sointantes. Il y a encore du sang qui coule et tout ça. Mais on a le fil, le lien, du coup. Hein, quand il n'y a personne au bout du fil, comme je disais dans mon texte, alors bah, il faut prendre de fil, il faut ramener du fil, il faut ramener du lien. Et ici, on est en train de l'utiliser pour soigner, pour refermer ses blessures. Voilà à quoi ça ressemble ici dans le Fils Spirit. Magnifique, hein? Franchement, j'espère que vous appréciez ma punchline parce que moi, j'en suis contente. Et il y a une autre chose que je voulais dire parce que j'ai parlé de la balance un peu dans mon texte. Peut-être c'était pas extrêmement clair l'association de cette carte au signe de la balance parce que j'en ai aussi profité pour parler de la suite des épées et des associations des différentes cartes avec les différents signes d'air. En général. Donc je pense que du coup le 2, le 3 et le 4 d'épée qui sont associés à la balance nous mettent forcément face à cette question de l'interpersonnel, d'aller vers l'autre personne et de discuter et de se mettre à l'écoute et de provoquer un dialogue, quoi. Mais c'est pas seulement une carte de balance, c'est la carte de Saturne en balance, le 3 d'épée. Saturne étant en exaltation en balance. Et du coup c'est aussi la question de se dire... Alors, Saturne, il ramène de la distance, mais parfois la distance, voilà, c'est ce qui nous permet aussi de mieux communiquer, de mieux réfléchir, d'être organisé dans notre pensée, dans comment on va réussir à communiquer sur ce qui bloque. Et du coup, Saturne en balance est carrément un allié pour structurer ce qui va nous nécessiter de reprendre le dialogue. Ou, comme je disais dans les exemples, voilà, à un moment, au lieu de se dire... Ah, je ne sais plus quoi dire à cette personne, j'ai laissé le fossé s'installer. Tu prends ton téléphone et t'envoies un truc. Et du coup, bah, rien que ça, c'est de se dire, bah, si toutes les semaines, j'envoie un mini message à cette personne juste pour lui dire, je pense à toi, je t'oublie pas. Parfois, c'est juste déjà ça. Bah, ça demande un peu cette organisation, cette planification. Et aussi de prendre le temps de soigner, j'allais dire de guérir, mais c'est un terme qui est peut-être un peu ambitieux, qui donne l'idée qu'il y a une finalité, alors que soigner, c'est aussi de prendre le temps de recoudre, de tisser du lien, de recoudre, comment on dit ça? Quand on fait des points, ça s'appelle comment? De suturer.
De faire des points de suture? Ouais. De suturer la blessure. Saturner, suturer. Je suis fatiguée. C'était un peu en vrac, mais là je pense que du coup c'est vraiment le moment pour moi d'arrêter parce que sinon ça va être vraiment long et blablatant. Donc je vous rappelle que j'avais une autre vidéo qui dure 17 minutes je pense où je présentais le 3DP il y a 3 ans. Je serais curieuse de savoir si je suis toujours en accord avec ce que je disais à l'époque, mais n'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi les mots-clés sur le blog. Il y a un onglet en haut de mon blog qui s'appelle, il faut que je retourne tout en haut de la page, Tarot et cartomancie, et là en dessous il y a une rubrique cartographie du tarot où il y a tous les articles que j'ai écrits sur chacune des cartes et là vous pouvez encore trouver davantage de ressources aussi. Donc un tout grand merci à Isabelle d'avoir posé cette question. Merci à vous de continuer à alimenter ma boîte à questions pour l'avenir où je peux aller piocher pour mes prochaines vidéos en tout ce que vous vous posez comme questions sur le tarot, des questions plus personnelles aussi si vous voulez, ça peut être vraiment très très large. Et à bientôt les gros bidous!